Fall asleep. Bonsoir! Ce soir ou cette nuit, c'est préférable d'écouter cette vidéo la nuit. On va vous parler de troubles de sommeil. Ouais, des mystères, des rêves et des troubles du sommeil. En fait, ça fait longtemps que je vais en faire. Maintenant, on va faire un iceberg. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le concept du iceberg sur YouTube, c'est simple. On utilise l'image d'un iceberg hein, et on commence avec la surface flottante. Et dessous, vous avez léger, tout va bien, le soleil est là, les oiseaux chantent, tout est merveilleux. Mais ensuite, on plonge dans l'obscurité. sous l'eau. Et là, on s'enfonce. Et là, les sujets deviennent plus sombres. Jusqu'à ce qu'on atteigne les abysses. Où là, ouf! Il y a un truc de ouf en bas. Je peux juste vous dire que si vous passez à travers toute notre vidéo, peut-être que vous allez avoir un peu de mal à vous endormir ce soir. Ou vous êtes aussi dérangé que nous. Et là, vous allez avoir des cauchemars intéressants. Ouais, et vous allez adorer comme nous. Alors, plongeons tout de suite dans... l'obscurité. Non, pas tout de suite. On va commencer en douceur. Oui. Tout d'abord, laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous vous souvenez de vos rêves? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui se souviennent de leurs rêves et qui prennent des notes au réveil. Et vous faites bien, parce qu'on ne le sait jamais. Des œuvres parmi les plus marquantes de la littérature, de la musique, du cinéma ont été inspirées par des rêves. Ben oui, comme le célèbre violoniste et compositeur italien Giuseppe Tartini. Une nuit de l'année 1713, il a rêvé qu'il faisait un pacte avec le diable en personne. Et dans son rêve, il lui a confié son violon. Alors le diable s'est mis à lui jouer la plus belle des mélodies que Giuseppe a jamais entendues de toute sa vie. Alors imaginez qu'à son réveil, tout de suite, il a écrit la mélodie, la plus belle des sonates qu'il a jamais écrites, sa sonate des trilles du diable. Et l'une des histoires d'horreur les plus célèbres de tous les temps, Frankenstein, est aussi venue d'un rêve. Ben oui, un rêve qu'a fait la jeune Mary Shelley en 1815. Elle était âgée de 19 ans seulement. Et l'histoire qu'a écrite Mary à partir de son rêve a donné naissance à l'un des monstres les plus cultes de l'histoire. Ah oui. Hey! Ah oui. En 1965, Paul McCartney. Oui, Oui. il est vivant. Non, il est Oui, mort. il est vivant. Il s'est lui aussi réveillé un matin avec une Mort. avec une mélodie en tête. Ben oui, et aussitôt levé, il s'est installé à son piano et il a commencé à jouer la mélodie, puis il l'a écrite. Il aimait beaucoup cette mélodie qui venait de son rêve.
Mais comme il l'avait rêvé, ben il était persuadé qu'elle devait exister, hein? Alors il a demandé à toutes les personnes qu'il connaissait, mais non, c'était une mélodie originale. Et cette mélodie est devenue la chanson Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away. L'une des plus connues au monde, quand même, hein? Ça Oui. venait d'un rêve. Ben oui, ben oui, ben oui. James Cameron, hein? No. Il a eu l'idée du Terminator dans No. un cauchemar qu'il a fait alors qu'il était malade et qu'il faisait de la fièvre. Dans son rêve, il a eu la vision du robot en métal qui sortait d'une explosion. Le 2 juin 2003, l'américaine Stephanie Meyer, elle a rêvé d'une jeune humaine et d'un vampire qui s'aimait, mais dont la soif qu'éprouvait le beau vampire pour le sang de la jeune fille rendait leur amour impossible. Alors, en s'inspirant de son rêve, Stéphanie a écrit ce qui deviendra le chapitre 13 d'un roman qu'elle intitulera Fascination et qui deviendra le premier tome de la saga Twilight, qui rendra la jeune femme multimillionnaire. Et l'un de nos films d'horreur préférés à toi et à moi, The Thing. It Follows. Ah. L'idée du film est venue aussi à David Robert Mitchell par un rêve récurrent qu'il faisait dans sa jeunesse, dans lequel il était constamment poursuivi par des inconnus. Wow. Oui, donc, comme vous le voyez, ben ça peut parfois être une bonne idée de garder un carnet puis un stylo sur sa table de chevet, juste au cas où vous feriez un rêve qui pourrait changer votre vie en vous donnant une idée tellement formidable qu'elle marquera la littérature ou le cinéma pour toujours. Ben oui. Parlons maintenant de la somniloquie. C'est un phénomène assez commun. En fait, 75% des gens ont déjà parlé en dormant. Mais seulement 2% le font toutes les nuits. C'est pas très, très bon, hein? Parce Non, que mais- imagine que t'as un secret, puis t'as dit ça justement. Il paraît qu'il n'y a pas vraiment de risque qu'on ouais? dévoile un secret parce que, plus souvent qu'autrement, le somniloque, il fait juste des cris ou des sons indistincts la plupart du temps. Donc. Mais s'il prononce des paroles, parce que ça arrive quand même, ce sera souvent des interjections comme « Non! Au secours! » ou « Fais attention! » Mais ce sera le plus souvent des insultes. Connasse! Mon hostie! Oui. Tabarnak! Puis tu vois, je t'entends m'insulter quand... Non, mais tu dors dessus. Ben, j'essaie justement faire une expérience parce que tu comprends-tu que je suis curieuse, là. Je t'ai déjà vu plus... Belle? Ouais. C'est Oui. pas... y a Mais quelque parce chose... que, comprends-tu, crois-moi ou pas, même démon, il faut dormir, hein. Mais justement, j'essaie de pas dormir. Ah bon? Ouais. On va voir combien de jours je vais toffer. Hey, il paraît qu'on peut toffer pas mal longtemps. Mais il arrive qu'on parle vraiment en dormant, qu'on fait plus que des mots. Hein? C'est souvent bizarre, hein? Quand on fait des phrases complètes. Comme le montrent quelques exemples de phrases racontées dans un thread sur Reddit qui parle de la somniloquie et que j'ai retenu pour vous. Alors, je cite. Mon coloc a réveillé toute la maison en criant « Où est la tête? Où est la tête? » C'est creepy, hein? Oui. Un autre. Il s'est redressé d'un coup dans le lit et il a crié « Ils viennent pour ma peau! » avant de se rendormir. Ouais, ça C'est fout les cool, jetons, hein? Un autre. Ma copine m'a raconté que je m'étais tourné vers elle et que j'avais crié « Ils ont pris mes putains de bras, Johnny! » Oui, ben oui. C'est drôle. Et un autre, à l'origine, il a juste grommelé quelque chose que je n'ai pas compris. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit. Il a répondu dans son sommeil, ne t'inquiète pas. Et il a ri d'un rire diabolique. Non! Honnêtement, j'ai flippé. C'est vraiment cool. Alors maintenant, un sujet qui va en intéresser plusieurs d'entre vous, je pense. On va parler des rêves lucides. Alors, vous êtes en plein milieu d'un rêve, n'est-ce pas? Et soudain, pour une raison ou une autre, ben vous vous rendez compte
que vous êtes en train de rêver. Hein? À partir de ce moment-là, ben, vous prenez conscience que vous pouvez voler comme un oiseau ou faire absolument tout ce que vous voulez. Vous êtes le maître de votre monde. Ah oui. Mais malheureusement, très vite, vous vous réveillez. Souvent, après un rêve lucide, on se réveille buzzé, on est tout revigoré. Hein? Environ la moitié d'entre nous a déjà vécu ou vivront l'expérience d'au moins un rêve lucide dans leur vie. Et ils ne l'oublieront jamais. 20% des gens vivront l'expérience tous les mois. Et 1% seulement, avec un peu ou beaucoup d'entraînement, parviendront à faire des rêves lucides presque aussi souvent qu'ils le veulent. Eux autres, ils sont chanceux. Ça, c'est le petit Guido. Le phénomène n'est pas nouveau. Hein? Il est connu depuis des milliers d'années. Je ne savais pas, mais... Plusieurs recherches scientifiques sont en cours de nos jours auprès de rêveurs lucides pour tenter d'en apprendre plus sur la mécanique des rêves. Intéressant, n'est-ce pas? Mais oui. Mmh. C'est bon en hostie, la vodka. Miam. Ouais. Êtes-vous sujet à la tumescence périenne nocturne? Je sais pas. C'est se réveiller bandé. Ah ah. Ouais. C'est un chouing. Sachez que ce n'est pas nécessairement parce que vous venez de faire un rêve érotique. Non, comme on a tendance à penser, parce que ce serait logique. Mais non, c'est même plutôt rare que votre érection soit causée par un rêve. C'est plutôt dû à un simple rush de testostérone. Parce que c'est au réveil que les hommes ont leur niveau de testostérone au plus haut. Immédiatement après qu'on se réveille. Les hommes n'ont pas le monopole des wet dreams. Non, ça arrive aux femmes aussi. Les femmes mouillent aussi leurs culottes et peuvent avoir des orgasmes pendant un rêve érotique intense. Wow. Les rêves érotiques ne sont pas aussi communs qu'on le croit. Pas plus que 4% des rêves sont sexuels. Mais apparemment, nous serions plus enclins à faire des rêves érotiques si on dort sur le ventre. Un petit truc que je vous donne gratis. Ça veut dire que quand tu dors sur le ventre, puis t'es bandé, ben, tu te réveilles en lévitant ou je ne comprends pas. Ouais, ça prend quand même. Tu fais un push-up avec ton zizit. Avec un peu d'entraînement peut-être. Ouais. From now on, I want you to do one cock push-up a day, every day. It hurts my cock. Les hommes trompent très souvent, en fait presque toujours leur conjointe en rêve. Heureusement que la conjointe n'est pas obligée de le savoir. Mais l'autre, elle sait parce qu'il t'a dit. Dans leurs wet dreams, les hommes se tapent n'importe quelle femme. Leurs collègues, leurs profs, leurs étudiantes, leurs Leur ex. mère. Non. Mais le mot-clé pour les hommes, c'est la variété. Hein? Quant aux femmes, non, elles ne sont pas plus fidèles. C'est faux. Ouais. Dans leurs wet dreams, les femmes se tapent souvent les célébrités qui les font mouiller. Ah ouais? Ouais. Alors maintenant, on va parler des rêves communs et récurrents. Beaucoup se prétendent spécialistes en interprétation des rêves, mais les psychiatres sérieux s'entendent tous pour dire que les rêves sont propres à chaque individu. Il n'existe pas de recette magique pour décoder le langage des rêves, puisque chaque rêve met en scène des images dont la signification est différente selon le rêveur. Ça ne veut pas dire la même chose si je rêve à un ananas que toi. C'est compliqué. Mais pourtant, il y a des rêves que tout le monde fait sans exception, comme être en retard à un examen ou un rendez-vous important, se rendre compte que nous sommes tout nus devant tout le monde pendant un événement important, rêver qu'on perd une dent, rêver qu'on se fait poursuivre, mais qu'on court sur place, Ouais. tomber en chute libre. Tout le monde a déjà fait ces rêves. Et tous ces rêves sont causés par de l'anxiété. Hein? On peut donc dire que le stress et l'anxiété s'expriment de manière assez similaire dans l'inconscient de tout le monde, peu importe le sexe, l'âge et la culture. Qu'est-ce que t'as changé? I'm Batman.
Non, I am Batman. Proprio Robin. Hey! On est rendu au niveau 2. Ok, on plonge? Sous la surface, mais juste Juste en dessous de la surface. Ça on va bien voit, aller. On voit un petit poisson nager comme ça. Ça va bien aller, ne vous inquiétez pas trop pour l'instant. Est-ce que vraiment nos rêves peuvent prévenir le futur? Qu'on y croit ou non, l'histoire est remplie de témoignages intéressants sur les rêves prémonitoires, Ah bon? comme la célèbre anecdote du rêve de Calpurnia Pisonis. Tu connais très bien, hein? C'est la 3e épouse de l'empereur romain Jules César. Oh! Le matin du jour de son assassinat, l'empereur Jules César se réveille et trouve son épouse en larmes. Dans son rêve, Calpurnia tenait le corps sans vie de son époux. Alors, terrorisée par ce rêve qu'elle considère comme une prémonition, elle le supplie de ne pas se rendre au Sénat ce jour-là. Mais il n'a pas écouté. Il est allé quand même et il y fut tué par 23 sénateurs en colère qui lui donnèrent chacun un coup de poignard. Ben voyons donc! Il aurait dû écouter son épouse. Une autre anecdote semblable, celle du rêve d'Abraham Lincoln, le 16e président Oui. des États-Unis. En 1965, Lincoln a fait un rêve étrange. Il se trouvait dans sa chambre de la Maison-Blanche et il entendait des sanglots du monde qui pleure. Puis il est entré dans le salon est de la Maison-Blanche et sur un autel reposait un cadavre sous un suaire. Des soldats montaient la garde et une foule de gens contemplaient le corps en pleurant. Le visage du défunt était caché. Lincoln demande à un soldat qui donc est décédé dans la Maison-Blanche. Et le soldat lui répond que c'est le président qui est mort. Donc, lui. Oh my god! Un long sanglot venant de la foule l'a réveillé. Le 11 avril, il raconte son rêve étrange à sa femme et à leurs invités. 3 jours plus tard, le vendredi 14 avril 1865, Lincoln se rend au théâtre. Pendant la représentation, le sudiste John Wilkes Booth s'introduit dans sa loge derrière lui et lui tire une balle à bout portant derrière la tête, dans la nuque. Les médecins accourent et voient tout de suite que la balle a atteint le cerveau du président. Ils le transportent dans une maison en face du théâtre où il passe la nuit sans reprendre conscience. Lincoln meurt le lendemain matin à 7h22. Il était âgé de 56 ans. Des millions de personnes assistent à ses obsèques à la Maison-Blanche et pleurent exactement comme dans le rêve qu'il avait fait juste avant. Ouais. Parlons maintenant des cauchemars. Yes! Voyez qu'on s'enfonce un peu plus vers le... Vers le fond. Ça va être plus sombre. Doucement quand même. Le mot cauchemar vient de coquemère. Coquemère. Un mot du français du 15e siècle, formé du terme picard, coquer, qui voulait dire pressé, et de mare, un autre mot picard de la Picardie. Demande-moi pas ce que c'est, je sais pas. Emprunté du vieux néerlandais mare, qui signifie fantôme. Donc, cauchemar, à l'origine, désignait un fantôme qui nous comprime. Ah Hein? bon? Parce que quand on a vraiment peur, hein, et qu'on est tourmenté par nos pensées sombres, ou notre anxiété, ben on a du mal à respirer, comme si un poids nous compressait la poitrine. Alors les gens du Moyen Âge, qui étaient très superstitieux, comme on le sait, et qui expliquaient tout par les êtres surnaturels, ben ils croyaient vraiment que ce malaise intense était causé par une petite créature qui venait s'asseoir sur notre poitrine pendant notre sommeil et nous tourmentait en troublant nos rêves et en les transformant en une expérience horrible. Mais oui.
Mais maintenant que nous sommes plus éduqués, nous savons que les cauchemars ne sont que des mauvais rêves qui expriment des émotions négatives, principalement de la peur, de l'angoisse ou du désespoir. Nous avons tous déjà eu des cauchemars, tout le monde, des rêves très angoissants, tellement effrayants qu'ils finissent par nous réveiller brutalement, comme un jump scare au cinéma. Il existe une condition nommée le trouble du cauchemar ou le trouble cauchemardesque qui fait que la personne qui en souffre fait des cauchemars à répétition toutes les nuits et plusieurs fois par nuit. Imaginez, ça doit être l'enfer. Oui. Mais ma question est, et je ne sais pas si vous savez, le fœtus peut rêver. Et je me demande de quoi un fœtus peut rêver. Il voit rien. Qu'est-ce que... Mais c'est vrai, les fœtus rêvent. La preuve, Freddy a utilisé les rêves d'un fœtus dans le 5e film de la saga Nightmare on Elm Street. Mais de quoi il peut rêver? Il voit rien, il a la petite bibite dans le bédaine. Sauf si on croit à la théorie des vies antérieures, où ils ont des souvenirs de leurs autres vies. Hein? Mais ça, c'est un autre sujet. Oui. Hein? Imaginez que vous dormez paisiblement, puis soudain, vous sentez que des centaines de fourmis courent à l'intérieur de vos jambes. Vous avez beau les secouer très fort, mais il n'y a rien à faire. Et ça revient encore et encore, et ça chatouille, et ça fait mal, et ça brûle. Vous souffrez du syndrome des jambes sans repos. Oui, les personnes atteintes ont une irrésistible envie de bouger les jambes dès qu'elles sont assises ou allongées. Les sensations peuvent être décrites comme des brûlures, des picotements, des tiraillements ou la sensation d'insectes qui rentrent dans les jambes. Pour se soulager, les personnes atteintes gigotent constamment leurs jambes quand elles sont au lit. Et au cours du sommeil, c'est évidemment bien pire. Les jambes bougent toutes seules, de façon incontrôlée. Inutile de dire que c'est difficile pour les personnes qui souffrent de ces syndromes de dormir ou simplement de se reposer. Quant à partager leur lit avec un conjoint ou un partenaire, c'est encore plus compliqué. Les personnes dormant dans le même lit risquent en effet de recevoir de violents coups de pied. Aïe! Eh oui, ben oui. Qu'est-ce que l'hypersomnie? Mais c'est comme tu dors, mais en hyperactivité. Non. Non. En gros, c'est le contraire de l'insomnie, hein, dont on parlera plus tard. Le terme hypersomnie rassemble 3 maladies, la narcolepsie, l'hypersomnie idiopathique et le syndrome de Klein-Levin. Oh! Le syndrome de Klein-Levin, aussi appelé hypersomnie récurrente ou le syndrome de la belle au bois dormant. Les personnes atteintes de ce trouble dorment de 15 à 21 heures par jour, pendant plusieurs jours, jusqu'à plusieurs semaines. Ouais. L'hypersomnie idiopathique est grosso modo une somnolence constante durant le jour. Les personnes atteintes ne sont jamais complètement éveillées. Elles dorment quasiment debout. Elles ne sont jamais alertes ni vigilantes. Et elles ressentent souvent que le moment présent est faux ou irréel. La narcolepsie, quant à elle, est une autre maladie chronique assez rare, une personne sur 5000. Ce trouble du sommeil est caractérisé la nuit par un sommeil de durée normale, mais de qualité médiocre, et le jour par des endormissements spontanés qui peuvent survenir à tout moment de la journée, même en pleine activité. 70% des personnes narcoleptiques présentent aussi une catalepsie, c'est-à-dire une chute brutale, partielle ou totale du tonus musculaire, généralement à la suite d'une émotion agréable en plus. Tu viens de rire d'une bonne blague puis tu fais... C'est pas facile de vivre avec la narcolepsie. Mais surtout que tu peux pas conduire la voiture, ni avion, ni rien d'info. Tu peux pas faire le sport parce que... Comment? Tu vas chuter... Ah, non, je peux pas imaginer. C'est associé à des risques d'accidents, de chute et de blessures graves. La maladie est incurable, malheureusement. Il n'y a pas de remède. Mais les personnes atteintes peuvent atténuer les symptômes en prenant toutes sortes de stimulants
qui les aide à rester éveillés. Mhm. Vous croyez vous réveiller, hein? Vous vous préparez à faire votre journée. Mais en réalité, vous dormez encore. Et c'est seulement quand vous vous réveillez pour de bon Holy shit. que vous vous en rendez compte. C'est un faux réveil. Ça arrive toujours dans les films d'horreur. Hein? C'est un des plus gros clichés Oui. des films d'horreur qui permet de glisser un jump scare cheap et facile pour faire un effet de « Mais ça existe dans la réalité. Certains professionnels pensent que c'est l'hyperexcitation pendant le sommeil paradoxal qui cause les faux réveils, ce qui explique que le phénomène survient le plus souvent suite à un cauchemar ou un rêve très intense. Quand on voit dans certains films le personnage se réveiller plusieurs fois de suite, pas juste une fois ou deux, ça m'énerve parce que je trouve que c'est abusé. Mais apparemment, ça arrive dans la réalité qu'une personne ait une douzaine de faux réveils d'affilée, comme le témoigne le redditeur Lucid Dreaming dans le site Reddit. Ça doit être vachement déstabilisant et épuisant. Mais oui. Hey! Maintenant, on va s'enfoncer encore plus. Nous sommes maintenant dans les eaux profondes. Avec Jack Dawson T'entends et l'ambiance? Titanic. Ça commence à être inquiétant. On a déjà parlé des cauchemars qui étaient déjà assez effrayants. Cauchemardesque. Mais là, on va parler de quelque chose de plus intense, les terreurs nocturnes. Oui, c'est souvent confondu avec les cauchemars, mais pourtant, ça s'apparente bien plus à une intense crise de panique qu'à un mauvais rêve. La personne se débat, elle hurle, elle s'assoit brusquement dans son lit, les yeux grands ouverts, avec une expression de peur intense, comme si elle avait vécu l'enfer. Et elle peut rester longtemps contrariée, effrayée, confuse, agitée. Les terreurs nocturnes surviennent généralement au début de la nuit, pendant les premiers stades du sommeil profond, alors que le cauchemar, lui, survient au contraire à la fin de la nuit, pendant les dernières phases du sommeil paradoxal. Le dormeur qui vit une terreur nocturne ne garde généralement aucun souvenir au réveil de ce qui lui a causé cette peur si intense. Quand une personne fait un cauchemar, on peut facilement la réveiller et la personne se calme généralement assez rapidement. On peut la consoler facilement. Tandis que pour une personne qui vit une terreur nocturne, un réveil soudain augmente sa peur. La personne restera pour un long moment inconsolable. Évidemment, les terreurs nocturnes touchent beaucoup plus souvent les enfants d'âge préscolaire. 40% des enfants sont sujets aux terreurs nocturnes. C'est beaucoup, hein? Tandis que seulement 2% des adultes en souffrent. Parlons maintenant d'une condition très embêtante qui complique la vie de la personne atteinte et justement qui atteint deux de nos bons amis. Et je pense à vous, Martin et Eric. J'espère que vous nous écoutez présentement. Oui, on pense à vous. Et, nos sympathies, quoi. Parce que c'est pas drôle ce que vous vivez. Non. Alors, vous êtes endormi, puis soudain, vous arrêtez de respirer pendant 30 secondes. Votre réflexe de survie vous réveille. Ces réveils sont généralement de courte durée. On parle de micro-réveil. La personne n'a généralement pas conscience de se réveiller. Mais le manège se poursuit toute la nuit, au moins 5 fois par heure. La personne sera réveillée, jusqu'à 100 fois par nuit. Imaginez. Même si la personne qui souffre de ce trouble n'a pas conscience de se réveiller, elle n'atteint presque jamais le sommeil profond. Et ça, c'est dangereux. c'est pas bon. À long terme, ça augmente les risques d'hypertension artérielle, de maladies coronariennes, d'insuffisance cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. C'est un trouble, en fait, de la ventilation nocturne qui est associé au ronflement et
qui est due à des épisodes répétés d'obstruction des conduits respiratoires de l'arrière de la gorge. Le trouble touche environ 4% de la population. Il n'y a pas vraiment de traitement, mais au moins il y a des machines qui facilitent. Oui. On va parler maintenant d'une curiosité ça m'a surpris. Je ne savais pas que ça existait. Le syndrome de la tête qui explose. La tête qui explose. Imaginez que vous êtes en train de vous endormir quand soudain le bruit infernal d'une immense explosion à l'intérieur de votre crâne vous réveille en sursaut. Ben Vous oui, paniquez parce que vous êtes convaincu que votre cerveau vient d'exploser. Mais vous n'éprouvez aucune douleur. Des traitements à base de benzodiazépines sont utilisés dans les cas où le syndrome devient extrême et très invalidant. Mais avant d'en arriver là, on essaye des techniques de relaxation et de phytothérapie. Une thérapie à base de plantes. Ah, Mais c'est vraiment pas drôle, hein? Quand il y a une explosion dans ta tête, non. je ne peux pas imaginer. Non, moi non plus. Vraiment pas. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus curieux. L'insomnie permanente. Ah, Souffrir d'insomnie, c'est pas drôle. Et je parle par expérience. Je souffre moi-même d'insomnie. Parfois, je peux passer une nuit complète sans une seconde de sommeil. Mais maintenant, imaginez que vous perdez tout simplement la capacité de dormir à tout jamais. Eh bien, ce fut le cas, imagine-toi donc, de Paul Kern. C'est un soldat hongrois qui a reçu une balle dans la tête, tirée par un soldat russe en 1915 pendant la Première Guerre mondiale. La balle l'a privé d'une partie de son lobe frontal, une partie de son cerveau, wow. ce qui a eu pour effet de le priver de fatigue et de l'envie de dormir pour le reste de ses jours, c'est-à-dire pendant 40 ans. Parce qu'il est mort en 1955 à l'âge plutôt normal de 71 ans. Wow. Mais il n'a pas dormi pendant 40 ans, pas du tout. C'est bizarre. Comment ça Il n'en se avait fait? même plus besoin. Kern disait qu'il ne ressentait jamais de fatigue. Il lui arrivait souvent de travailler sans arrêt pendant 72 heures consécutives. Wow. Ses employeurs ne devaient sûrement pas s'en plaindre. Hein? C'est l'employé modèle. Mais au bout de 72 heures, il s'arrêtait. Non pas par épuisement, mais à cause de douleurs aux bras et aux jambes. Aussi, il commençait à confondre les mots et les expressions et que des larmes coulaient de ses yeux. Ouais, c'est des signes de fatigue, d'épuisement, mais il ne ressentait pas la fatigue. Alors il s'arrêtait. Il s'étendait sur un lit et se reposait. Il reposait ses yeux avec des lunettes noires. Il ne pouvait pas fermer les yeux Mais voyons parce donc. que ça le rendait trop nerveux. Et il ne dormait pas, jamais, pendant 40 ans. Il a consulté les meilleurs neurologues et a pris les plus puissants somnifères, mais il n'y a rien n'a jamais pu le faire dormir. Il avait tout simplement perdu la capacité de dormir. Par contre, il avait un très bon appétit. Il mangeait 8 repas par jour. Un peu comme toi, hein? 4 repas le jour et 4 la nuit. Alors, on a déjà parlé des rêves lucides agréables. Maintenant, on va parler des rêves lucides angoissants. On l'a vu au premier niveau, le rêve lucide, c'est super cool. Hein? La plupart du temps. Comme on l'a vu, dès qu'on prend conscience qu'on est en train de rêver, on tombe dans un état d'euphorie, hein? Dans un monde onirique et magique qui malheureusement nous réveille beaucoup trop tôt. Mais imaginez que vous vous rendez compte que vous rêvez, mais qu'au lieu de vous rendre euphorique, eh bien cette prise de conscience vous angoisse horriblement. Hein? Et imaginez que vous souhaitez vous réveiller, mais que vous êtes incapable de vous réveiller. Votre rêve se transforme en cauchemar et vous vous retrouvez prise au piège de ce cauchemar pendant une période de temps qui peut vous paraître des semaines entières, Non! voire toute une vie.
Les personnes à qui ce genre d'expérience arrive en demeurent souvent troublées et angoissées pour le reste de leur jour. Aussi, certains rêveurs lucides mettent en garde les novices de ne pas se regarder dans un miroir pendant un rêve lucide. Parce que ils prétendent qu'on risque de voir notre soi intérieur, notre vrai nous, tel qu'on se perçoit soi-même. Wow. Ça peut être un choc. Comme moi, j'ose pas imaginer ce que je verrais. Déjà, quand je me regarde dans un miroir, non, c'est mieux que je garde un masque. Toi, t'es malade mental. Oui, mais toi, t'existes même pas. Hein? C'est cela, C'est moi oui. qui t'a inventé, esti. C'est cela, oui. Alors que vous le soyez prêts ou non, nous avons atteint maintenant les abysses. Où on trouve le Titanic, Jack Dawson Non, et le diamant, hein? non, Surtout le diamant. Non, Il c'est- est là. vraiment pas de ça il est qu'on là. va parler, hein? Il est là. Surtout pas de Rose et de Jack, esti. Alors, non, on va parler de... Je sais que ça t'intéresse parce que tu m'en as déjà parlé. The Russian Sleep Experiment ou l'expérience russe du sommeil. Qu'est-ce que j'essaie de faire? Ouais, à tes risques et périls. Alors, l'histoire se serait déroulée à la fin des années 40, 1940 évidemment, tout de suite après la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans une base secrète soviétique. Un groupe de chercheurs aurait mené une expérience sur 5 prisonniers du Goulag. Qu'est-ce que le Goulag, demande-moi? Je sais pas c'est quoi le goulag. C'est l'organisme central gérant les camps de travail forcés de l'Union soviétique. Oui. Alors, 5 prisonniers à qui on avait promis de les libérer une fois l'expérience terminée au bout de 30 jours. Les 5 malheureuses personnes seraient restées dans une pièce remplie d'un puissant gaz psychotrope, les privant de sommeil. On raconte qu'au bout de ces 5 jours, l'expérience serait devenue hors de contrôle et les sujets seraient tous devenus des fous hurlants et gémissants. Ben oui, mais au bout d'un certain temps, ils seraient restés complètement silencieux, ce qui était encore plus inquiétant. Après plusieurs jours de ce silence, les scientifiques seraient finalement entrés dans la pièce et auraient été témoins de l'horreur absolue. Les détenus se seraient arrachés la peau par grands lambeaux et le sol aurait été couvert de leur sang. Et, chose étonnante, les prisonniers qui étaient toujours en vie auraient demandé à ce qu'on réactive la diffusion de ce fameux gaz, criant aux scientifiques qu'ils devaient rester éveillés. Oui, lors de la tentative du groupe de recherche de les immobiliser, les sujets auraient fait preuve d'une force surprenante, presque surhumaine, tuant même plusieurs soldats assistant les scientifiques. Les sujets ont finalement été maîtrisés. L'un d'eux, qu'on aurait forcé de s'endormir, serait mort immédiatement Oh! après avoir fermé les yeux. Les autres auraient été tués en tentant de fuir. Juste avant d'abattre le dernier détenu, un chercheur lui aurait demandé ce qu'ils sont devenus. Et l'individu, mutilé, couvert de sang, lui aurait répondu avec un large sourire « Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se tapit en chacun de vous et qui réclame d'être libéré à tout moment dans votre plus profond esprit animal. Nous sommes ce que vous réduisez au silence et à la paralysie lorsque vous rejoignez le refuge nocturne que nous ne pouvons fouler. » Le scientifique lui aurait ensuite tiré une balle dans la tête. Ta gueule, esti. Alors cette histoire, immensément populaire, est en partie inspirée des atroces expériences secrètes de la CIA lors des projets MK Ultra et MK Naomi, qui consistaient, entre autres, à droguer des citoyens au LSD et à les soumettre à toutes sortes de tortures
incluant la privation de sommeil. Mais en réalité, l'histoire de l'expérience russe, c'est l'une des creepypastas les plus virales d'Internet. Une légende urbaine, vieille d'une quinzaine d'années, devenue si célèbre qu'elle a inspiré des romans et des films. Ouais, l'histoire telle qu'elle est racontée n'est rien d'autre qu'un conte Ah bon? pour faire peur. Mais comme j'ai montré, MK Ultra, ça existe, vous Oui. comprenez? Mais j'en ai fait une vidéo que Oui. personne n'a regardée ou presque. Pas grave. Mais ça existait à Montréal aussi. Alors parlons maintenant des hallucinations nocturnes. Des hallucinations nocturnes peuvent survenir à différentes étapes du sommeil, soit à l'endormissement, soit au moment du réveil. Alors imaginez que vous êtes en train de vous endormir ou sur le point de vous réveiller doucement, quand soudain vous êtes alerté par un horrible cri, mi-animal, mi-humain. Hein? Et vous voyez ensuite sortir de l'ombre une créature de cauchemar. Vous la voyez de vos yeux, là, et vous l'entendez de vos oreilles, et vous pouvez même sentir son odeur putride. Oui, ça vous semble réel, vachement réel. Hein? Vous pouvez jurer que vous ne dormez plus, les yeux grands ouverts, aussi conscient qu'on peut l'être. Au bout de quelques secondes, qui vous semblent à vous des heures, la vision s'évanouit enfin, jusqu'à disparaître complètement. Ce type d'hallucination est le plus souvent visuelle, mais peut aussi se faire entendre et elle peut même vous toucher. Mais ce phénomène rare mais bien réel est carrément un cauchemar qui sort du rêve pour s'introduire dans la réalité. Heureusement, ces hallucinations sont le plus souvent très rares. Alors on parle maintenant de somnambulisme extrême. Alors quand on est endormi et qu'on est en train de rêver, normalement, parce que la nature est bien faite, voyez-vous, nos muscles sont paralysés. Mais il arrive que ce processus de blocage ne se fait pas. Et donc le rêveur se lève, marche et peut faire plein d'actions sans en avoir conscience. Des gestes qui peuvent mettre sa propre vie ou celle des membres de sa famille en danger. Oui, le somnambulisme peut provoquer des actions complètement imprévisibles ou des gestes spécifiques qui se répètent toutes les nuits, comme le somnambulisme alimentaire ou la parasomnie boulimique. C'est très embêtant. Ça se caractérise par la fâcheuse manie de se lever la nuit en dormant pour se goinfrer. Ah, Mais pas juste grignoter, non, 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 non. Se gaver comme un ogre, sti. Une jeune américaine prénommée Jill a raconté son histoire sur CNN. Quand elle était étudiante, chaque nuit, elle se levait pour dévorer un paquet complet de cookies, se recoucher pour se relever plus tard la même nuit pour dévorer 4 boîtes de céréales. Par exemple, se recoucher, puis se relever encore la même nuit pour dévorer une boîte entière de biscuits Graham. ben voyons donc. Souffrant du même trouble, un jeune Australien de 24 ans a pris 36 kilos en 4 ans avant de se rendre compte, quand des médecins l'ont filmé dans son sommeil, qu'il mangeait en dormant chaque nuit. Maintenant, imaginez que vous vivez avec une personne timide, douce et même coincée, hein? Mais que la nuit tombée, elle se jette sur vous et se transforme en une bête de sexe brutale et insatiable. Ben voyons donc. Mais qu'au matin, cette personne n'a jamais aucun souvenir de ce qui a pu se passer durant la nuit. Ce trouble du sommeil, aussi flippant qu'il puisse être, existe vraiment. Ça s'appelle la sexsomnie. C'est un trouble récent qui n'est connu que depuis une vingtaine d'années et qui, sans surprise, vise presque exclusivement les hommes. Oui, presque, parce que ça peut aussi toucher les femmes. Dans son livre « Une fenêtre sur les rêves » paru en 2014 aux éditions Odile Jacob, la neurologue Isabelle Arnulf
rapporte le cas d'une femme que son mari terrorise la nuit. Elle a beau crier, le frapper, il ne se réveille pas et lui fait subir une pénétration forcée et violente. L'autrice Elisa Brune cite entre autres le cas d'un couple australien sans histoire. Le mari sait que le sommeil de sa femme est agité, mais pas plus que ça. Mais un jour, il trouve des préservatifs usagés dans leur jardin et un peu partout autour de la maison. Une nuit, il se réveille et se rend compte que sa femme n'est plus dans son lit. Il sort à sa recherche et il la trouve en train de se faire sauter dehors par un inconnu. Hey! Vous l'avez compris, bien sûr, la femme dormait. Et une fois réveillée, elle n'a aucun souvenir de tout ça. Wow! En 2023, Yannick Giguère, un photographe montréalais. Wow! Montréal! C'est un homme marié. Une nuit de 2018, alors qu'il passait la nuit justement chez une autre femme après une soirée bien arrosée, a agressé cette dernière de manière machinale. Il s'est rendu à la salle de bain, puis est tranquillement retourné se coucher, comme si de rien n'était. Durant son procès, la défense de l'accusé était qu'il souffrait de somnambulisme sexuel, de sexsomnie. Ouais. Même si le procureur de la Couronne, maître Bruno Ménard, a dit que Giguère manquait de crédibilité et qu'il devait être jugé coupable, le juge a quand même tranché pour la non-responsabilité criminelle. Giguère sera quand même inscrit au registre de délinquants sexuels. Ce qui est un peu étrange à mon avis. Ouais, Soyez coupable, soyez pas coupable, mais c'est vraiment bizarre. dans certains cas extrêmes, le somnambulisme peut mener jusqu'au meurtre. Ah oui. Comme le cas de Kenneth James Parks, un jeune Canadien de 23 ans, Encore Canada. un Ontarien, qui travaillait dans l'électronique. Il était un bon mari pour sa femme Karen et un bon père pour sa fille de 3 mois, et il était très aimé par ses beaux-parents. Mais à partir de 1986, Parks s'est mis à fréquenter des casinos et il est devenu un parieur compulsif. Il en est venu à dilapider les économies familiales et il s'est fait prendre en train de voler de l'argent à son travail, quelques 30 000 $, ce qui lui fit perdre son emploi. Ouais. Sa femme est partie avec leur bébé. Les parents de Karen ont fini par la convaincre qu'elle devait retourner vivre avec Kenneth parce qu'elle ne pouvait pas l'abandonner dans un moment aussi difficile. Karen finit donc par accepter, mais à la condition que Kenneth s'inscrive à un groupe de parieurs compulsifs anonymes. Ce qu'il a fait. Tout comme chez les alcooliques anonymes, les programmes des groupes de parieurs compulsifs demandent aux parieurs repentants de rencontrer tous les gens à qui ils ont fait du tort et leur demander pardon. Kenneth n'avait pas le choix de tout avouer à ses beaux-parents, qu'il avait tout dépensé de l'économie du couple, afin d'obtenir leur pardon pour poursuivre son programme. Mais ça le stressait à tel point qu'il n'en dormait plus. La nuit du 24 mai 1987, après 2 nuits complètes d'insomnie, Oh! à 1h30 du matin, Parks finit par sombrer dans le sommeil sur son sofa. Quand il se réveille, il est au volant de sa voiture. Paniqué, il s'arrête sur le bord de la route et il constate qu'il a du sang et des blessures profondes sur les mains. Ah! Après avoir retrouvé ses esprits, il a des flashs de sa belle-mère en train de hurler. Il se rend de lui-même au poste de police pour les informer qu'il pense avoir tué ses beaux-parents. Ce qui s'est passé cette nuit-là a été le sujet de débat durant des décennies, mais les faits sont incontestables. Le beau-père de Kenneth s'est fait étrangler jusqu'à ce qu'il en perde conscience, puis a reçu plusieurs coups de couteau, mais il a miraculeusement survécu à l'attaque. Wow! Sa belle-mère, quant à elle, s'est fait massacrer dans la salle de bain par un démonte-pneus Non, que non! Kenneth avait dans le coffre de sa voiture. Puis, elle s'est fait poignarder 5 fois.
Elle a finalement succombé à une hémorragie. Dans la maison, il y avait 2 enfants, imagine-toi, qui ont été témoins de cette horrible scène. Heureusement, Kenneth ne s'en est pas pris à eux. Parks s'est fait interroger 7 fois, mais sa version des faits est toujours restée identique. Il n'avait aucun souvenir d'avoir commis les crimes, ni même d'avoir quitté sa maison et de s'être rendu chez ses beaux-parents. Il est entré dans leur maison en utilisant la clé que ses beaux-parents lui avaient donnée généreusement. Pendant son procès, Parks a affirmé qu'il était endormi pendant tout l'épisode. Et au départ, personne ne l'a cru, pas même les spécialistes du sommeil. Mais la cohérence de son récit et l'absence apparente de mobile et les antécédents de somnambulisme dans sa famille. Une vingtaine de membres de sa famille étaient atteints de somnambulisme. Il y a eu aussi des tests effectués par des spécialistes du sommeil sur Kenneth pendant qu'il dormait et ils ont enregistré à l'aide d'un appareil appelé le polysomnographe une forte activité cérébrale qui a démontré que Kenneth avait effectivement des phases d'éveil partiel très intenses, sans en avoir conscience. Tous ces éléments ont, contre toute attente, démontré que c'était la thèse du somnambulisme meurtrier qui était finalement plausible. Parks a été acquitté. Il est retourné à sa vie normale avec sa femme et leur fille. Et le couple a eu 5 autres enfants. Wow! Mais je ne suis pas d'accord qu'il n'y avait aucun mobile. Il hésitait à avouer à sa famille qu'il avait dépensé toutes les économies de son couple. Il avait honte. Et c'est souvent un mobile suffisant, comme on a vu dans plusieurs true crime stories. Oui. Le fait qu'il ait conduit 23 km au volant de sa voiture, alors qu'il dormait, paraît vraiment incroyable. En pleine nuit, il ne s'est pas trompé d'adresse, il n'a pas été n'importe où, il s'est rendu précisément à la maison de ses beaux-parents. Et comment c'est possible que rien ne l'ait réveillé? On parle de 4 personnes qui ont hurlé la lutte avec son beau-père. Comment ça se fait que rien de tout ça ne l'a réveillé? En 2010, en Caroline du Nord, Joseph Mitchell, un père de 3 enfants, était sans emploi et il faisait face à beaucoup de problèmes. Il était tellement stressé qu'il n'arrivait plus à dormir, plus d'1 heure par nuit. Tout ce stress et ce manque de sommeil ont fini par lui causer une grave crise de somnambulisme, durant laquelle il s'est mis un masque d'Halloween sur le visage. Il s'est rendu dans la chambre de ses 3 enfants. Il a étranglé à mort son fils de 4 ans. Puis, il s'est dirigé vers sa fille de 13 ans. Il a pressé son visage contre le matelas jusqu'à ce qu'elle arrête de bouger. Quand il a tenté d'étouffer son autre fils âgé de 10 ans, celui-ci s'est réveillé et s'est mis à crier, réveillant sa sœur qui s'était juste endormie par manque d'oxygène. Les 2 enfants ont riposté face à leur père et celui-ci a quitté leur chambre pour aller s'enfermer dans son bureau. La mère a téléphoné au 911. Ils ont trouvé Joseph à peine vivant. Il venait de se poignarder lui-même 3 fois. Il s'est finalement réveillé seulement le matin suivant à l'hôpital. Ça, c'est vraiment dormir profondément. Tabarnouche! Il n'avait gardé aucun souvenir de toute l'attaque. Il a été arrêté et accusé de meurtre au 1er degré, mais a été déclaré lui aussi non coupable. Si vous avez l'idée d'utiliser ça comme défense après avoir tué votre femme, pensez-y à 2 fois, ça marche pas toujours. Comme la nuit du 16 juin 1997, Scott Fallater a sauvagement poignardé sa femme 44 fois. Ben voyons donc. Puis il l'a noyée dans leur piscine, en lui maintenant la tête sous l'eau. Une fois sa femme morte, Fallater a tranquillement changé de vêtements. Il a placé le couteau dans un Tupperware et il a caché le tout dans sa roue de secours dans sa voiture. Mais, bien que Fallater a toujours prétendu avoir commis le crime en état de sommeil profond, et il le prétend encore aujourd'hui, le juge a décidé que tout
les gestes accomplis par l'accusé après le crime Oui. pour le cacher étaient trop complexes et précis pour avoir été faits par un somnambule. Mhm. Et il a condamné Fallater à la prison à vie. Il a dû laisser le couteau sur le plancher. C'est ça, oui. Je pense. Oui. Alors qu'il était chargé par ses supérieurs d'enquêter sur le meurtre d'André Monet Mhm. sur la plage du Havre en Oui. 1887, Oui. le commissaire de police Robert Ledru, après avoir examiné tous les indices, est arrivé à la seule conclusion possible qu'il était lui-même l'auteur du crime. Mhm. Imaginez-vous. Même s'il n'en a gardé aucun souvenir, il s'est livré lui-même aux autorités Mhm. et il a été condamné pour homicide. Mais en prison, il a fait de nombreux épisodes de somnambulisme dont les gardiens ont été témoins. Ça lui a valu d'être acquitté finalement. Mhm. Alors, comme si les hallucinations nocturnes n'étaient pas assez traumatisantes, imaginez maintenant qu'en plus d'halluciner que de menaçantes créatures de cauchemar s'introduisent dans votre chambre et s'approchent lentement de votre lit alors que vous êtes certain d'être complètement réveillé. En plus, tout votre corps est entièrement paralysé. Vous êtes dans l'incapacité de bouger, de fuir ou de hurler. La paralysie du sommeil est de loin la pire de toutes les parasomnies. C'est en bien des points l'opposé du somnambulisme. Le somnambule bouge en dormant, tandis que la victime de paralysie du sommeil est dans un état de réveil presque complet, mais son corps est toujours immobilisé, pendant que son cauchemar s'introduit dans le monde réel. Salut, mon petit nom c'est Georges, ravi de te connaître. Oh, tu as une cicatrice là en dessous, c'est quoi? Une césarienne? C'est une expérience tellement horrible et intense qu'elle est considérée par plusieurs comme un phénomène paranormal. Et quand on commence à creuser le sujet, ben c'est facile de comprendre pourquoi. En effet, ça peut paraître compliqué d'expliquer pourquoi, expliquer de façon rationnelle, pourquoi tant de personnes atteintes de paralysie du sommeil qui habitent partout dans le monde et qui ne se connaissent pas, témoignent tous avoir vu les mêmes personnages. Le plus souvent, 3 personnages, 3 silhouettes qui ressemblent à des ombres en 3 dimensions. On appelle les Shadow People. Ils sont complètement noirs et ont aucun trait facial visible, à l'exception de leurs yeux, parfois décrits comme étant rouges et lumineux. Le leader du groupe porte souvent un chapeau. On l'appelle le Hatman. Ah oui. D'autres fois, le personnage dominant est plutôt une vieille dame qui semble cruelle et extrêmement menaçante et qui ressemble à une vieille sorcière. Ces personnages semblent aimer voir la peur qu'ils suscitent en sortant de l'ombre et en s'approchant lentement, puis en se penchant lentement tout près de notre visage, ou en s'assoyant carrément sur notre poitrine. Ça vous rappelle quelque chose? Uh-huh. L'une des hypothèses que je trouve les plus intéressantes est que ces créatures ont toujours existé, mais changent de forme au fil du temps. Ce sont les créatures qu'on appelait les cauchemars, les incubes, les succubes, les djinns, puis les extraterrestres. Hein? Avec les enlèvements des extraterrestres, c'est la même chose. On est paralysé et ils nous font des choses. Et maintenant, les Shadow People. Bref, ce serait ni plus ni moins des archétypes véhiculés par la pop culture et les médias, suivant le cours de notre évolution. Ceux qui croient au paranormal diront que ce sont les mêmes entités qui se sont adaptées à nos pires peurs à chaque époque traversée, tandis que les sceptiques, comme moi, diront que ça a toujours été tout simplement la paralysie du sommeil depuis le début, que ce sont les images construites par notre subconscient qui ont reflété chaque fois les peurs les plus universellement répandues à chaque époque traversée. Oui. Ça m'est jamais arrivé, la paralysie du sommeil. Donc Ça doit être horrible, oui, Oui. mais... c'est intense. Mais la question que je me pose,
Est-ce que la popularité des cas s'explique par le nombre grandissant de leurs apparitions ou est-ce plutôt le nombre croissant de leurs apparitions qui est causé par la popularité grandissante du phénomène? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui. Plus on les voit, plus on en parle, ou plus on en parle, plus on les voit. Hein? C'est une bonne question. Oui. On est arrivé au plus profond de mon iceberg. On va parler de l'insomnie fatale. L'insomnie qui tue. Imaginez que vous n'avez jamais eu de problème d'insomnie de votre vie. Hein? Vous êtes maintenant d'un âge moyen et vous commencez à avoir du mal à trouver le sommeil sans raison apparente. Pourtant, vous ressentez la fatigue. Vous êtes exténué. Puis, vous ne dormez plus du tout. Ni le jour, ni la nuit. Plus jamais. Vous avez beau essayer tous les médicaments, hormones, somnifères, mais même les plus puissants n'arrivent pas à vous faire dormir. Vous sentez que vos capacités diminuent de jour en jour. Vous sentez que vous perdez la raison. Oui. Personne ne peut rien pour vous. Il ne vous reste plus qu'à attendre la mort, votre délivrance, mais qui arrivera un jour, mais quand? Au bout de 6 mois pour les plus chanceux? Au bout de 6 ans d'agonie pour les plus résistants? C'est horrible. Malheureusement, ce scénario abominable est une vraie condition médicale. Il existe 2 sortes d'insomnie fatale. L'insomnie fatale familiale et l'insomnie fatale sporadique. La première, comme son nom l'indique assez clairement, se transmet au sein des membres d'une même famille. Il s'agit d'une maladie chronique du cerveau liée à une mystérieuse mutation du gène de la protéine prion qui a été observée et décrite pour la première fois en Italie en 1986. Heureusement, seulement une quarantaine de familles dans le monde est atteinte de cette condition. Un enfant d'une famille atteinte a 50%, un risque sur 2 d'en être atteint. C'est horrible. Un jour dans sa vie, mais il ne saura pas quand. L'âge moyen d'apparition des symptômes varie entre 18 et 60 ans. Ça veut dire que si vous êtes né dans l'une de ces familles maudites, vous grandissez, vous vieillissez dans la peur constante de découvrir à tout moment que vous en souffrirez. C'est horrible. Oui, je ne peux pas imaginer, vraiment pas. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement. Depuis 2015, un médicament appelé la doxycycline est en essai clinique par un groupe de chercheurs italiens. La maladie est toujours mortelle. Toujours. Il n'y a aucun espoir. Le décès survient de 7 mois à 6 ans, suivant les premiers symptômes. La moyenne étant de 18 mois, 1 an et demi. La version sporadique de l'insomnie fatale, elle, ne comporte pas de mutation de gène et elle n'est pas héréditaire. Ça veut dire qu'elle peut atteindre n'importe qui, n'importe quand, à partir de l'âge adulte. C'est paniquant. Elle est tout aussi mortelle. C'est une maladie neurodégénérative caractérisée, tout comme la version familiale, de la perte définitive du sommeil jusqu'à la mort qui survient dans ce cas-ci, généralement au bout de 2 ou 3 ans après l'apparition des premiers symptômes. Ricard Siagian, un artiste indonésien, a contracté une infection urinaire en 2015. Au lieu de se rendre à l'hôpital comme il aurait dû le faire, il a demandé conseil à son patron, qui lui a donné un médicament antibiotique louche, qui, selon lui, allait régler son problème vite fait. Hein? C'est juste une infection urinaire. Mais après qu'il ait pris le médicament pendant 6 jours consécutifs, Ricard a commencé à ressentir beaucoup d'inconfort et de nombreux effets secondaires. Mais Ricard a cru que ces malaises étaient dus à son infection urinaire. Il a donc malheureusement continué à prendre le médicament. Non. Et tout s'est mis à empirer. À un moment, il s'est rendu compte qu'il n'arrivait plus à dormir et il s'est finalement rendu chez le docteur, qui n'a rien pu faire de plus que lui prescrire des somnifères, qui n'ont rien fait.
pour stopper ses insomnies. Il est mort en décembre 2016. Pour les plus curieux d'entre vous, Ricard avait une chaîne YouTube sur ses créations de tatou. C'était un artiste doué. Une fois qu'il a commencé à souffrir de son insomnie, il a commencé à documenter son déclin en postant une vidéo à la fois jusqu'à sa mort. Toutes ces vidéos sont toujours en ligne aujourd'hui sur sa chaîne. Le fait que son insomnie mortelle a été déclenchée par un médicament, c'est la chose qui m'a le plus dérangé de tout mon iceberg. À une époque où on est de plus en plus gavé de médicaments, hein? Qui sait de quelle autre maladie dégénérative bizarre, non prévue, nous allons souffrir peut-être dans les prochaines années. Alors voilà, ça met fin à notre iceberg des rêves et des troubles du sommeil. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu traumatisé, mais pas trop quand même. Hein? Je vous souhaite quand même de dormir, de passer une nuit. Vous avez quand même des chances de passer une nuit normale, que rien de grave ne vous arrive. J'espère en tout cas. Je vous souhaite vraiment pas aucun de ces troubles. Mais si vous avez des cauchemars grâce à nous, ben écrivez-le nous, on va être fiers. En autant que ce soit pas trop grave. T'es sûr que tu vas continuer ton expérience après tout ce que t'as appris? Ouais, hein? Ce serait plus sage. Un vodka, et ça y est. Tu sais que tu saignes des yeux? Oui, Ça te dérange pas plus que ça. ça fait mal. Alors c'est ça, si ça vous a plu, ben mettez-nous un bon like, écrivez-nous des commentaires et surtout, ben abonnez-vous si c'est pas encore fait Oui. et partagez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient intéressées par notre chaîne mais ils savent pas qu'on existe. Oui, On compte sur vous. oui. Et ben, d'ici notre prochaine vidéo, eh bien, Restez restez creepy.